Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, une situation très particulière, un confinement finalement avant l'heure. On attend de savoir si le gouvernement va décider le confinement ou non de la France ou de certaines régions. En tout cas, Sud Radio a décidé de ne pas prendre de risques. Donc tous nos débatteurs sont chez eux par téléphone 0826 300 300. Vous aussi, vous êtes chez vous, je l'espère. Racontez-nous comment vous vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes allé voter hier? Est-ce que vous pensez que ce second tour doit être maintenu? Est-ce que vous êtes inquiet face à la maladie? On vous attend, évidemment. Il y a le Facebook Live, il y a le Sud Radio, il y a le Twitter également. Et avec nous, Christine Bouillot, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Vous êtes la correspondante de Sud Radio à Toulouse. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Alors c'est un petit peu particulier de diriger un débat à distance parce qu'on ne voit pas ici en studio, les gens lèvent les doigts, vous regardent, etc. Donc pas forcément évident. Situation donc très inquiétante en France au lendemain des municipales. Le nombre de cas en France double désormais tous les 3 jours. C'est ce qu'a dit le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, au micro de France Inter. Et il a parlé d'une situation qui se détériore très très vite. Des résultats du premier tour qui ont été largement éclipsés par cette crise. On l'a vu et vous l'avez évoqué sur les plateaux de télévision hier. On parlait plus de la maladie on parlait plus de ce virus que des élections. Mais on va en dire quelques mots. Peut-être Frédéric Dabi, commençons avec vous, sondeur. Quelle conclusion vous tirez de ce premier tour? On vous entend pas, Frédéric? Oui. Votre question a été coupée. Je suis en voiture en fait pour être tout à fait transparent, ma chère Valérie. D'accord. Je reviens de CNews. Donc, quelle est votre question? Ma question était les enseignements que vous tirez vous de ce premier tour. Bon, il est en voiture, il faudrait vous arrêter parce qu'on ne vous entend pas. Ça y est. Moi, ça y est, je vous entends. Les enseignements, c'est d'abord cette abstention jamais vue. 25,5 millions de Français ne sont pas allés voter hier. C'est jamais vu pour une élection municipale. C'est 20 points de plus qu'en 2014. Et le fait majeur pour moi, c'est la prime au sortant qui a été amplifiée par ces élections de la peur, par cet effet coronavirus. Dans la plupart des villes, il y a bien sûr quelques exceptions, les sortants s'en sortent très bien. On le voit à Paris, on le voit à Reims, on le voit à Tourcoing, dans de très très nombreuses villes. Les électeurs ont conforté les sortants. Autre élément, donc dans ce cadre-là, l'ancien monde se porte bien, socialiste, républicain, voire parti communiste. Et le fait majeur, c'est également la poussée d'Europe Écologie Les Verts qui, peu ou prou, confirme ses bons scores des élections européennes et qui est en mesure de gagner des villes comme Strasbourg, Bordeaux, voire Lyon. C'est clairement l'ancien monde. Et dans ce cadre-là, En Marche a subi une très forte défaite. Quasiment aucun maire En Marche et des résultats très décevants à Lille, à Bordeaux et bien sûr à Paris avec 17% seulement pour Agnès Buzyn. Oui, des commentaires. Cathy nous dit ne fallait pas vraiment pas maintenir cette élection. Miss Lou nous dit j'ai voté mais avec des craintes. Muriel nous dit mon époux sortant d'une opération du cœur et moi j'ai eu des rayons pour chimio l'année dernière. Notre médecin nous a confinés à la maison et pas de vote trop risqué. Oui, Marie nous dit grande inconscience de ne pas avoir repoussé les élections, changer le maire à un tel moment, c'est de la folie. C'est vrai que cette question-là est revenue beaucoup. On va faire un petit tour avec vous, Alexandre Malafaille. Écoutez, j'entends les commentaires brillants, comme toujours, de notre ami Frédéric. De toute façon, la défaite annoncée d'En Marche sur ces municipales, elle était en effet annoncée, il n'y a pas de grand scoop. Le fait que les Français aujourd'hui se sentent concernés par l'écologie, là aussi c'est confirmé par Paris. Ça montre bien qu'il y a une dynamique de fond là sur ces questions-là. Mais véritablement, cette élection, compte tenu de la faible participation et surtout de l'impact qu'ont eu les annonces gouvernementales successives du président jeudi, du Premier ministre samedi, ces élections, leur signification réelle est remise en question. Enfin, je pense qu'elles ne signifient rien, ces élections. Elles ne donnent pas d'indication particulière. C'est un vote en gestion de crise, avec une bonne partie des gens qui n'ont pas pu aller voter. Donc je pense que derrière cette élection va naître un véritable sentiment de frustration. Et je pense qu'on ne peut pas fabriquer
un réseau d'élus locaux solides sur une base aussi fragile. Voilà, je pense que là, il y a une espèce de piétinement de la démocratie lié à une manière dont tout ça a été très mal géré par les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, pour des raisons qui sont peut-être liées au fait que la crise fait perdre tout bon sens. Mais en attendant, cette élection ne vaut rien. Et je crois que, en effet, il faudra revoter. Et en attendant, mon point complémentaire, c'est de dire en situation de crise, il faut que les gens, les hommes et les femmes qui sont aux affaires, qui ont l'habitude du pouvoir local, qui sont en exercice et qui connaissent les circuits, les réseaux, qui ont les connexions avec les services d'urgence, les services de pompiers, les services de la Croix-Rouge, enfin, tout ce qui permet d'assurer la continuité de la sécurité du pays. Il faut que les gens qui sont en charge restent là. Si vous changez les exécutifs, y compris dans des villes qui ont basculé ou qui avaient changé, avec dans les jours qui viennent, un nouvel exécutif municipal, des changements de directeurs généraux de services, parce que en général c'est ce qui se passe aussi, vous allez déstructurer en fait une chaîne de commandement. Et on a vu à quel point la déstructuration d'une chaîne de commandement était fragilisante. On l'a vu avec Mme Buzyn qui part en plein milieu de la crise, ça nous a fait perdre 8 jours. On l'a vu avec M. Philippe qui a fait campagne au Havre alors qu'on était déjà en amorce de crise. À un moment donné, il faut faire un choix entre gouverner et faire de la politique. Ils ne l'ont pas fait. Ouais, et juste à l'instant, on apprend qu'Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h. C'est ce que vient d'annoncer l'Élysée. On peut imaginer que c'est un confinement qui va nous être annoncé, donc avec des précisions sur ce que représente ce confinement, si ça concerne toute la France. On a évoqué, certaines rumeurs parlaient d'un confinement uniquement de l'Île-de-France et de la région Alsace. On va voir, donc Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h. Alexis Poulain, un commentaire sur ces élections, sur ce... Alors, préciser quand même que effectivement la polémique peut paraître de mauvais ton quand on voit l'ampleur du drame et de la situation aujourd'hui en France. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens se disent qu'il y a eu du retard à l'allumage. Oui, alors, deux choses. Effectivement, il faut faire un front commun et il faut que les Français soient responsables et comprennent qu'on ne peut pas se balader dans les parcs comme avant, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. L'autre chose, c'est la critique. On doit noter pour plus tard, mais la gestion de cette crise, elle est calamiteuse depuis le début, que ce soit Agnès Buzyn qui rigolait en disant que le virus n'arrivera pas en France, qui quitte ses fonctions au milieu de la crise, la campagne qui a été faite, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui rigolait quand on parlait de masques de protection, l'absence de préparation pour protéger nos soignants qui sont en première ligne, ça c'est proprement scandaleux. Ce qu'on entend qui vient du Grand Est, c'est des manques de matériel médical, de masques, c'est des manques de lits de réanimation. Enfin, toute cette façon de gérer la crise d'une manière totalement désinvolte, elle est inacceptable pour les Français. Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui appelaient les Français à aller au théâtre la semaine dernière, alors que nos amis italiens nous ont dit mais ne faites pas l'erreur que nous avons fait, confinez le plus vite possible, faites en sorte de juguler cette crise beaucoup plus rapidement que nous, sinon vous allez droit à la catastrophe sanitaire. Donc on peut être extrêmement critique, on peut prendre des notes pour plus tard et dire que les amateurs qui nous gouvernent ont été totalement incapables et dangereux dans la gestion de cette crise, et les vies qui sont en jeu aujourd'hui et demain, elles ont une raison. C'est pas seulement les responsabilités des Français, c'est aussi les responsabilités de nos gouvernants. Qui ne sont pas du tout à la hauteur de la crise. Organiser un premier tour dans des conditions pareilles, mais mon Dieu, d'où sort cette idée? Pourquoi faire un discours la veille en disant soyez responsables, nous allons couper tous les lieux de vie, et puis demain dire allez aux urnes, après tout vous verrez, avec 1 mètre de distance ça va bien se passer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu 1 mètre de distance dans beaucoup de bureaux de vote. Il n'y a pas eu tous les gestes barrières. Il y a eu n'importe quoi, comme on a vu dans les rues de Paris, de France, à Bordeaux, une manifestation sauvage, etc. Donc, il faut ça, c'est pas le gouvernement, Alexis Poulain. Enfin, moi, je suis allé voter. C'était extrêmement bien organisé. Il y avait du gel, on ne touchait pas à vos papiers, etc. Ceux qui sont irresponsables, ce sont ceux qui sont allés effectivement dans les parcs, au marché, etc. Sans prendre. Oui, mais il y avait moins. Moi, j'ai vu dans les supermarchés des gens se battre littéralement. Un monsieur se faire piquer un pack d'eau parce qu'il en avait 2 et que l'autre lui dit mais il y en a plus, moi j'en ai pas. Je veux dire, mais on a vu des situations dans les supermarchés avec des gens aux caisses. Donc les élections, moi je suis d'accord, je pense qu'il aurait fallu aussi les reporter, mais le comportement des Français, par ailleurs dans les supermarchés, dans les parcs, dans la vie quotidienne, était incohérent aussi. Mais c'est ce que je vous dis, c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire c'est la faute à Macron, c'est la faute au gouvernement. Regardez-vous, faites aussi de quoi vous êtes capable pour protéger les autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est protéger
les plus faibles et soutenir les soignants pour éviter qu'il y ait une explosion de cas dans les services d'urgence. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le confinement, c'est l'attitude responsable de chacun. Après, l'aspect critique du gouvernement, eh bien, je suis désolé, on prend des notes et on voit quoi? On voit une bande d'incapables. Alors, Miss Luth nous dit, chez moi, pas de distance entre les gens. C'est vrai qu'il y avait certainement des situations très, très, très différentes. Sophie de Menton? Sophie, moi, je pense que... Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Je pense que c'est trop facile d'accuser le gouvernement qui n'a pas été bon, on est d'accord, qui n'a pas été bon, mais je dirais que la classe politique tout entière a été lamentable parce que Macron avait une intuition, il avait envie de supprimer cette élection, mais d'ailleurs moi-même je pensais qu'il fallait pas qu'il fallait garder le premier tour, j'avoue honnêtement, j'étais convaincue qu'il fallait garder le premier tour. Donc Macron avait l'intuition qu'il ne fallait pas le garder, c'est toute la classe politique qui l'a incité à garder cette élection. Oui. Et le lendemain, les mêmes qui à droite disaient mais non, c'est impossible, c'est un déni de démocratie, les mêmes lui ont reproché. C'est hallucinant, y compris le président du Sénat, et dire moi je ne la ferai pas, mais si vous ne la tenez pas, je dirais que c'est une honte et anticonstitutionnelle. Je veux dire que vraiment, on a les dirigeants aussi qu'on mérite. Je pense que tout le monde est responsable d'irresponsabilité, si je puis dire. Je suis en train de penser aux gilets jaunes, que rien ne trouvait mieux que de faire une manif. C'était une certaine catégorie de gilets jaunes. Je vous encourage à aller voir l'intervention de Didier Maïsto, qui, Dieu sait s'il les a soutenus, il les a traités vraiment d'abrutis, ceux qui sont allés manifester samedi, cracher parfois sur les policiers pour certains d'entre eux. Effectivement, vous avez raison. On est bien d'accord. Cela dit, il y a aussi une catégorie de supporters qui sont embrassés, ont été boire des pots alors que le match était vide. Il y avait juste Anne Hidalgo qui était présente, qui est quand même assez étrange. Donc, alors, il y a aussi un point qui est important sur les responsabilités. Vous dites les distances. Moi, mon bureau de vote était parfait. En plus, il y avait tellement peu de monde que franchement, vous en avez côtoyé beaucoup plus dans un recours savant que dans le bureau de vote. Donc il faut arrêter aussi de stigmatiser le bureau de vote, c'est le cas de le dire. Et tous les Français ont mené une vie à peu près normale en faisant attention. Donc c'était pas ça le sujet. Non, mais le sujet, c'est que l'intervention du Premier ministre samedi soir en disant aux gens restez chez vous mais allez voter était quand même quelque chose de totalement contradictoire. C'est dangereux, ne sortez pas de chez vous mais allez voter, il n'y a pas de risque. Donc on voit l'abstention qu'il y a eu, ce que nous évoquait Frédéric Dabi. Moi, je connais plein de gens qui ne sont pas allés voter par protestation, c'est-à-dire pour faire un bras d'honneur au gouvernement en disant vous ne gérez pas bien cette crise, on n'ira pas voter. Oui, il y a eu un appel au boycott, rappelons-le, de Jacques Attali d'ailleurs. On se demande pourquoi Jacques Attali tout d'un coup, mais appel au boycott, ce que je trouve non républicain et pas bien. Je veux dire, chacun a une conscience. Je trouve que se servir d'un vote en disant aux gens de ne pas aller voter pour manifester, on est quand même un peu tombé sur la tête. Alors je crois que maintenant il faudrait prendre vraiment ses responsabilités, y compris quand on parle de la classe politique. Pardonnez-moi, mais je regardais, c'était sur France 2, je crois, hier soir. Ségolène Royal est arrivée à côté du ministre de la Santé, qui quand même, coup de chapeau, parce qu'il a débarqué comme ça, c'est un vrai médecin. Je le trouve exceptionnel pour l'instant. Elle a débarqué et elle s'est dit tout d'un coup, il a dit, écoutez, je faisais toute ma sympathie, je voudrais saluer le personnel soignant et il faut le faire parce que c'est terrible en ce moment pour eux. Et elle a dit, ils n'ont pas besoin de vos apitoiements, ils ont besoin, et elle a commencé à rentrer dans une diatribe sur l'argent qui était attribué ou non à l'hôpital. Alors, elle s'est fait remettre à sa place, c'était un bijou parce que ça a duré très peu de temps, mais elle s'est fait remettre à sa place. Elle s'est fait remettre à sa place sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes nombreux à évoquer effectivement ce paradoxe de gel dans les bureaux de vote alors qu'il n'y en a pas dans les mairies, dans les hôpitaux. Je crois que je ne sais plus qui évoquait ça, pas de gel, pas de masque pour les médecins. Là, un médecin m'a dit, c'est le quart monde pour nous, on est à poil, quoi. On est à poil, et c'est vrai que d'imaginer qu'il y a eu des litres et des litres de gel qui ont été mis à disposition dans les mairies et qu'il n'y en ait pas dans les hôpitaux, c'est absolument aberrant. Et puis un petit coup de cœur
cœur, même un gros coup de cœur pour une société que vous critiquez assez souvent, qui est LVMH, qui a arrêté ses chaînes de production de cosmétiques pour produire du gel hydroalcoolique en très grande quantité et pour l'offrir à la PHP, aux hôpitaux de Paris, hôpital public. C'est un effort de guerre, j'ai envie de dire, puisque c'est une forme de guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si d'autres entreprises pouvaient le faire, aider, moi je propose une prime pour les soignants, que ces grandes entreprises fassent un fonds de soutien, je ne sais pas, pour que ces soignants qui sont en première ligne soient récompensés d'une certaine manière. Christine Bouillot, comment ça s'est passé à Toulouse, le vote ? Un chiffre, 2 Toulousains sur 3 sont pas allés voter hier. Donc ça vous situe le niveau de mobilisation. Mais malheureusement, comme à Paris, je dirais Valérie, c'est que 2 Toulousains sur 3 ne sont pas allés voter. Mais dans le même temps, il y avait du monde dans les parcs, les jardins, en bord de Garonne et un peu dans les centres-villes. Alors certes, ça s'est vidé, je dirais, naturellement dans le week-end, puisque quand vous fermez les universités, dans la deuxième ville universitaire de France, forcément, les jeunes une grande partie de la jeunesse est partie et rentrée chez elle, mais somme toute, les commerces étaient quand même ouverts et les commerces de bouche. Alors, moi je dirais que le paradoxe, il est à 2 niveaux. C'est ce que vous dites, Valérie, c'est-à-dire que globalement, dans les bureaux de vote, c'est extrêmement bien organisé, mais si on avait laissé que les bureaux de vote ouverts, les gens auraient pu aller voter éventuellement, je fais de la politique fiction, et ensuite rentrer immédiatement chez eux, sauf que 25 millions de personnes ne sont pas allées voter. Absolument. Et en même temps, tout le monde fait le constat qu'il y avait un monde fou dans les rues de France hier après-midi. Donc, je pense que certains n'ont pas voté par crainte, d'autres parce que boycott, en tous les cas en réaction à la politique du gouvernement. On le voit bien, le maire de Toulouse qui est soutenu par La République En Marche, il est aujourd'hui, et c'est une surprise, en difficulté et surtout en position de fragilité s'il y a un deuxième tour, avec la gauche qui a retrouvé des couleurs et qui, si elle s'allie, pourrait récupérer la mairie de Toulouse, qui est quand même une surprise. Donc si vous voulez, il y a à la fois la crainte, la peur de ne pas avoir été voté, la raison, mais à ce moment-là, ces Français qui disent et qui ne veulent pas aller voter, il aurait fallu qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils restent enfermés toute la journée et que les rues soient vides. Donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de prise de conscience généralisée, je ne cesse de le dire, de la dangerosité du virus. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on va rentrer ne sera plus jamais comme on a pu l'imaginer ou on a pu éventuellement la voir. Les images qu'on voit de l'étranger ou d'Italie ou de l'Espagne, etc., nous paraissent presque exotiques, mais c'est ce qui nous pend au nez. Absolument. Et c'est ça que les Français ont du mal à accepter. Il suffit de faire le tour de son entourage proche pour se rendre compte qu'il y a encore des réflexes qui sont difficiles à faire admettre, que, oui, on habite à côté de chez papy et mamie, mais même si on habite à côté, on ne met pas les pieds. Absolument. On reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec vos appels. On aura Jean de Longjumeau qui nous appelle régulièrement, qui est restaurateur, qui va nous raconter comment ça s'est passé samedi soir pour lui. Moi, je connais beaucoup de restaurateurs qui m'ont raconté que ils ont eu 3 heures en gros pour fermer leur resto. Voilà. On attend vos témoignages, vos questions. On aura un médecin demain avec nous pour pouvoir vous répondre. 0826 300 300. On est là avec vous pour débattre, pour commenter avec, je vous le rappelle, personne en studio puisque Sud Radio est responsable et ne souhaite pas qu'il y ait de contamination. Donc nos chroniqueurs sont confinés eux aussi. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, et je vous le rappelle, Sud Radio est responsable et a donc décidé de limiter au maximum les contacts. Donc tous nos débatteurs, nos chroniqueurs sont chez eux, par téléphone, en duplex, et vous pouvez vous également réagir soit sur le Facebook de Sud Radio, sur le Twitter et puis par téléphone. Je vous rappelle encore le numéro 0826 300 300. Mes débatteurs, alors pas évident, un débat à distance, un débat à distance avec Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On a Jean de Longjumeau avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous comment ça s'est passé cette soirée de samedi pour vous. Comme j'ai en plus la chance ou la malchance de m'occuper de l'aviation patronale de CHR, enfin des hôtels-restaurants,
Donc des réunions, on en a eu plein. Nos présidents confédéraux ont fait des réunions à Bercy, étaient des réunions et des réunions. Et à aucun moment. Alors on s'est dit qu'effectivement moi je me suis dit par rapport aux pays européens qui ferment les restaurants, on va y arriver obligatoirement. Simplement, je trouve que la méthode, quand même, a été extraordinaire pour nous parce qu'en fait, on nous a donné 4 heures pour se retourner. Alors, quand on prend des vacances, qui est un peu le cas, on prépare, on achète moins, on réduit la carte, on fait plein de choses, quoi. Tandis que là, on s'est retrouvé, on s'est demandé, mais pourquoi le samedi soir, pourquoi pas le dimanche soir? Parce que ça a eu un effet, ça a 2 effets. Un, de nous mettre en colère. Alors, les gens comprennent pas qu'on soit en colère, mais on n'est pas en colère parce qu'on est contre se prémunir de ce virus, bien évidemment que non. Si c'est les mêmes gens qui achètent des pâtes, donc finalement leur cerveau n'est pas très développé. C'est simplement, je ne sais pas, si on les prévenait dans leur boulot que 2 heures après ils ne seraient plus là, je pense qu'ils feraient aussi la gueule. Donc, la méthode est incompréhensible. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, si on l'écoute, il dit j'étais dans Paris, je me suis aperçu que les terrasses étaient bondées. Est-ce qu'on nous a demandé de réduire la capacité des terrasses ou des restaurants? Non. Donc, il a créé de ce fait une colère qui aurait pu finalement permettre aux gens de voter s'il avait pris cette décision le dimanche soir, parce qu'au moins les réservations du dimanche midi, parce qu'il a oublié que les restaurateurs bossent beaucoup le dimanche midi pour ceux qui sont ouverts. Et donc, ça a été un premier effet négatif. Deuxièmement, il a paniqué les gens, évidemment, parce que si on peut plus aller dans un restaurant, pourquoi est-ce qu'on irait dans un bureau de vote? Ça, c'est complètement stupide. Donc, je veux dire, c'est cet effet de panique de faire fermer des établissements où il y a du public en 2 ou 3 heures ou 4 heures de temps, c'est complètement anxiogène. Et je pense qu'aujourd'hui, ils récoltent leurs bêtises, et je suis poli, d'avoir personne qui a voté. Et quand j'entends aujourd'hui les politiques qui sont là, oui, on a gagné. Ils n'ont rien gagné du tout. On n'en a rien à foutre des élections. Ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas les faire. Et alors, c'est à se poser la question si les hommes politiques, il y en a qui ont été assez cinglés pour décider qu'il fallait quand même les faire pour des raisons totalement à l'opposé du bon sens général, qui ferait qu'il fallait pas les faire, les élections. Les Anglais les ont repoussé leurs élections. Ils sont pas plus couillons que nous. Donc là, et maintenant on se retrouve avec une élection qui a élu évidemment des maires sortants, parce qu'effectivement les gens, il y a ceux qui n'ont pas voté, il y a ceux qui se sont dit tiens, finalement on va garder les mêmes, parce qu'en ce moment il faut peut-être des gens qui soient avec des cabinets expérimentés, parce qu'autrement ça va être un bouleversement dans chaque mairie, ça va être le bordel. Donc, on dirait que la crise, qui au début était une grosse grippe, où on y a cru un petit peu quand même à la grosse grippe, pas trop méchante, mais pas soignable, mais quand même pas trop méchante aujourd'hui. Et je pense que le président ce soir à 20h, il va vous dire, vous allez tous rentrer à la maison, donc il n'y aura plus de problème de garde d'enfants, il n'y aura plus de resto. On va être comme les Italiens ce soir, c'est évident. Donc c'est crescendo, avec des décisions anxiogènes, et qu'il faut pas qu'ils se... Hier, ils n'ont pas voté parce qu'on leur a dit vous allez pas au restaurant, c'est pas la peine d'aller dans un bureau de vote. C'est le même confinement qu'un restaurant. Donc il y a des gens, ils sont là, on parle pas, on se serre la main éventuellement ou pas. C'est un endroit de vie qui est un peu comme un endroit de restaurant, donc ils ont flingué l'élection tout en la maintenant. Donc c'est complètement hallucinant comme histoire. Je précise juste, il y a des gens qui disent que vous vous plaignez. Non, Jean ne se plaint pas. Il vous raconte ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu encore une fois quelques restaurateurs qui comprennent, mais qui disent ça aurait dû être fait avant. Et ce que dit Jean, ça aurait dû, on aurait pu anticiper. C'est-à-dire que là, les restaurateurs ont appris, pour la plupart d'entre eux, pendant le service, qu'ils allaient devoir fermer. Il y avait des questions de sécurité pour les caisses. Il y avait des denrées, effectivement, qui avaient été commandées, qui sont là. Alors, beaucoup d'entre eux les ont données. J'ai vu dans le 17e hier, paraît-il, des restaurateurs les ont donnés à des gens qui passaient dans la rue. Les autres les ont donnés à leurs salariés. Mais c'est effectivement l'improvisation. Alors, l'improvisation, encore une fois, je mets beaucoup de mesures à ce que je dis parce qu'on est dans une situation très compliquée et que accabler aussi le gouvernement, c'est compliqué parce que je crois qu'on découvre un petit peu ce virus. Ce matin, il y a des médecins qui disent on est en état de guerre. On est dans un état de guerre. Les hôpitaux aujourd'hui ne peuvent pas soigner tout le monde. J'ai vu quelqu'un qui disait un jeune homme, oui, de 45 ans qui a fait un infarctus n'a pas pu être pris en charge par le SAMU. Il est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une autre pathologie. Vous ne pourrez pas être soigné. Donc c'est plus l'improvisation, mais il faut avouer que la situation est assez exceptionnelle. Alors, merci Jean, vous pourrez intervenir, on vous redonnera la parole évidemment. Les débatteurs, qui veut intervenir ?
Moi, je veux bien rebondir sur Alexandre Malafaille, oui. Oui, je veux bien rebondir d'abord pour dire à tous les restaurateurs de France, les 800 000 entreprises de restauration qui sont concernées, qu'effectivement, la façon pour eux plutôt une catastrophe, mais pas que, les fleuristes aussi. Hein. Moi, hier matin, sur mon petit marché, après avoir été voté, j'ai découvert que les fleuristes du marché étaient en train de démonter parce qu'ils n'avaient pas considéré qu'ils étaient aussi concernés par le fait qu'il fallait pas être là. Donc, c'est vrai qu'à court terme, peut-être c'est des petites sommes d'argent, mais pour tous ces gens qui étaient déjà en difficulté, c'est difficile. Je suis assez... l'état de choc du pays est très fort. On a un peu le sentiment, à mon avis, de vivre quelque chose qui doit être assez comparable à ce que les Français ont dû ressentir lorsque les Allemands ont franchi la frontière de Sedan en mai 40. Il y a que là, tout d'un coup, on s'est senti vraiment dépassé en septembre 39. C'était la fleur au fusil, un peu ce qu'il y avait il y a quelques semaines, effectivement, comme Madame Buzyn, on pouvait laisser entendre, ou Madame Daille. Et puis aujourd'hui, on dit, voilà, ça y est, là, c'est l'étrange défaite qui est en marche, et c'est très, très violent. Mais il y avait moyen de gérer la transition. Le président, dès jeudi soir, aurait très bien pu dire, écoutez, en attendant, on fait comme au Portugal, on demande au café, aux hôtels, aux restaurants, c'est un tiers des effectifs dans les salles, et pas plus. Déjà, on préparait le terrain au changement. Et puis, je suis pas du tout d'accord avec Sophie de Menton. Pardon, Sophie, mais la bienveillance à l'égard du président, très bien, pourquoi pas. Mais pardon, un chef, c'est fait pour chefer. Voilà. Alors, s'il avait une intuition, il avait à sa main un truc qui s'appelle l'article 16 de la Constitution. Il prenait des décisions peut-être brutales, mais il en a l'habitude de prendre des décisions brutales et autoritaires et verticales. Et puis, en plus, 2 jours après, l'histoire lui aurait donné raison. Et samedi soir, quand le Premier ministre, prend la main pour dire, bon, allez, les restaurateurs, tout le monde chez vous, et demain, voilà, et arrêtez de déconner, dans ces cas-là, l'article 16, il a aussi vocation à s'appliquer. Et on pouvait très bien dire, écoutez, en vue de ce qui s'est passé depuis 3 jours, on pouvait prévoir effectivement. C'est aberrant d'absence de capacité à prendre les bonnes décisions. Alors en plus après, je finis sur un point, faire porter, comme beaucoup de gens l'ont fait, y compris hier soir sur des plateaux télé où j'ai participé, faire porter la responsabilité sur les Français, mais enfin c'est dégueulasse. Il faudrait regarder le tweet d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours, c'est un tweet du 11 avril, d'accord? Il est quand même lu, le président de la République, tweet du 11 mars, Nous ne renoncerons à rien, surtout pas mais surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, surtout pas à la liberté, surtout pas à notre esprit de résistance qui fait la République si grande et si forte et si machin. C'est le 11 mars, c'est pas il y a 25 jours, c'est juste jeudi dernier, quoi. Donc à un moment donné, si on est responsable, c'est quand on voit ce qu'a fait M. Trump, qui tout d'un coup a pris des mesures unilatérales, on les applique. Alors après, on peut faire du crescendo, on aurait pu dire la méthode portugaise, on y va par voie, par petit, mais on prévient. Mais aujourd'hui dire les Français dans la rivière, etc. Même à quel moment les Français, on leur a dit, attendez les gars, c'est pas une grippette. À quel moment on leur a dit ça? Samedi soir, le président, le Premier ministre, c'est quand même. Oui, mais attendez, vous pensez que tous les Français, justement, vous pensez que samedi soir à 19h40, les Français sont pas en train de faire des courses, d'être en soirée avec eux? Moi, mon fleuriste, qu'est-ce qu'il m'a dit hier matin quand j'étais au marché? Il m'a dit, attendez, moi, j'étais faire mes courses samedi matin chez Rungis pour préparer mes gros marchés du dimanche, parce que j'ai 2 marchés, et puis je me couche tôt parce que je me lève à 4h. Donc, j'ai pas entendu le Premier ministre. Combien de gens étaient en soirée, en terrasse, avec des amis un peu partout? Entrez chez vous, braves gens. Il faut arrêter de les accabler, les Français. C'est des crétins. Les gens qui nous gouvernent, sont des crétins. Alors, Alexis. Oui, Alexis ou Frédéric, je ne sais pas. Moi, j'avais envie de prendre de la parole pour un peu corroborer ce qu'a dit Alexandre. C'est vrai qu'il y a eu 2 moments qui ont, je dirais, trompé les Français. Il y a eu d'une part du discours présidentiel de jeudi qui était de bonne tenue, mais qui a plutôt flatter les Français dans un appel à la mobilisation. C'était un peu l'oncle Sam, j'ai besoin de toi. Il y a une sorte d'anaphore qui m'échappe où il disait je compte sur vous, etc. Et le discours beaucoup plus culpabilisateur et dramatisant d'Édouard Philippe samedi, qui était extrêmement brutal. Et c'est vrai que la fermeture, à peine 4 heures après, des cafés-restaurants Frédéric, on a du mal Oui. Faudrait vous arrêter, Frédéric. Oui. Et ça a été absolument c'est cette dissonance qui a gêné les Français. D'autre part, sur la maladie en tant que telle, il y a une inquiétude très forte qui ressort de nos différentes enquêtes qualitatives entre le discours, mais qui était peut-être le bon à ce moment-là, qui disait c'est une grippe forte, mais qui peut surtout fragiliser les personnes âgées qui ont déjà des pathologies, et ce qui ressort depuis maintenant seulement hier, voire avant-hier, qui est que dans les services de réanimation, il y a beaucoup de personnes de moins de 50 ans. Et là, ça a complètement décuplé l'inquiétude. On est passé de 60. Alors, on vous entend mal, très mal. Alors, je crois qu'il y a Alexis qui voulait réagir, Alexis Poulain, et après Sophie de Menton.
Moi, j'entends la colère d'Alexandre. Je suis aussi en colère. Je pense qu'on est des millions en colère aujourd'hui parce que on a eu pendant des semaines des discours lénifiants avec des Romain Goupil, avec des Sylvestre Simet sur les plateaux, des Michel Simet. Donc c'était une grippe, c'était pas très grave, que tout le monde allait la boire, qu'on allait faire comme ça. On a eu le président qui disait allez au théâtre face au coronavirus, on n'arrête pas la vie. Le discours sur les terrasses, effectivement. Et là, aujourd'hui, le discours qu'on a de cette majorité, de ce gouvernement qui ne gouverne pas, parce que gouverner, c'est prévoir. On voit bien qu'il est imprévu. Et bien là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bien, on écoute les scientifiques, donc on se défausse sur les scientifiques, et d'autre côté, c'est la faute à ces Français indisciplinés qui ne font rien que faire ce qu'ils veulent. Mais même dimanche, vous aviez Brigitte Macron qui était escortée par ces hommes de protection, de garde du corps, et qui s'étonnait qu'il y ait autant de gens sur les quais de Seine. Mais qu'elle montre l'exemple, mais qu'il montre l'exemple, qu'il gouverne. On ne demande qu'une chose, c'est la politique. Et toute cette histoire, ces arguties sur le droit, etc., le droit s'adapte aux choix politiques. Aujourd'hui, dans une crise majeure, inédite, incroyable, je suis désolé, un chef d'État... Mais est-ce qu'elle était prévisible parce que... Oui, elle était extrêmement prévisible parce que les Chinois, les Italiens, les Espagnols, tous nos voisins nous ont dit attention, c'est pas ce que vous croyez, ne faites pas la même erreur que nous. Nous avions des remontées d'expérience, nous avions des soignants qui tiraient la sonnette d'alarme depuis des semaines, qui n'étaient pas écoutés. Le manque de matériel médical, bordel. Les masques, ils étaient où les masques? Ils sont où? Pourquoi vous parlez au passé? Ils sont où? Ils sont où? C'est bien, on a Olivier Véran qui fait des petits schémas comme ça sur une feuille de papier, mais où sont les masques? Mais protéger les soignants, on n'a que, une fois qu'ils vont tomber, que leur famille aussi va être touchée, alors là, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, vous avez des scènes de meutes, ça aide dans les supermarchés, mais on attend quoi? Moi, j'en ai marre, en fait. Ça fait 3 ans qu'on voit que Emmanuel Macron est un incapable. Maintenant, les masques sont tombés depuis longtemps. En temps de crise, je suis désolé, je veux bien qu'on soit tous derrière, mais non, pas derrière ça. Pas derrière cette incapacité de gouverner. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, vos réactions avec vous. On aura Pierre en ligne. Vous êtes également sur le Facebook de l'émission et sur Twitter. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, une semaine et des mois qui s'annoncent difficiles. Sud Radio a décidé de ne plus faire venir d'invités en studio pour éviter évidemment la contamination. 0826 300 300, tout le monde est par téléphone. On a Pierre en ligne qui voulait réagir. Bonjour Pierre. Bonjour. Je crois que ce soir, je vous rassure, le président va utiliser l'article 16. Pour une simple et bonne raison, c'est que le Parlement et le Sénat ne peuvent plus se réunir pour des raisons électorales et maintenant pour des raisons de coronavirus. Et que si nous voulons automatiquement maintenir l'élection, enfin tout au moins valider le premier tour, il faudrait que ces gens se réunissent. Or, à partir du moment où ils ne vont pas pouvoir se réunir, il n'a pas 36 000 solutions, il va utiliser cet article 16. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est d'entendre des maires s'indigner de ce fameux premier tour. Or, je ne les ai pas vus fermer hier les mairies pour justement s'opposer à cette élection. Ils étaient libres d'ouvrir ou de ne pas ouvrir les mairies. Or, sur les 36 000 communes, je n'ai pas vu une seule s'indigner et fermer les mairies, et ils en avaient la possibilité. Moi, je crois que, bien sûr, nous savons que depuis 2017, nous avons à la tête de l'État un jeune président qui est un apprenti président et qui n'a pas toutes les clés. Et pour ce qui est, au fond, du retard de l'allumage des Français qui, aujourd'hui, plus ou moins, n'ont pas pris conscience, nous savons que nous passons un tiers de notre temps devant les écrans, et particulièrement les jeunes. Et forcément, à partir du moment où vous passez trop de temps devant des écrans de télévision ou d'ordinateur, vous n'avez plus le recul nécessaire pour savoir si ce qui se passe est réellement réel ou virtuel. Et au fond, nous qui avons une certaine lucidité, ce qui se passe, c'est qu'on a été en effet floués par le peu de morts qu'il y avait eu en Chine. 3000 morts par rapport au nombre d'habitants, c'est très peu. Et donc, du coup, forcément, on a été à un moment donné pris de court quand on a vu le nombre de morts en Italie arriver, et on a réellement pris conscience du danger qu'à ce moment-là. Et ce qui affole aujourd'hui les médecins, c'est que au fond, on voit des gens mourir et qui n'ont pas malheureusement les moyens matériels alors qu'ils pourraient sauver ces gens-là. Et moi, ça me fait penser, vous savez, lorsque le Titanic a coulé, les gens qui sont morts sur le Titanic, ils sont pas morts parce qu'il y avait une tempête, ils sont morts parce qu'il manquait des canoës de sauvetage, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation à l'hôpital. Oui, non, mais c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Et en même temps, il y a un afflux de patients qui fait qu'on n'est pas équipé. Sophie de Menton, vous vouliez peut-être réagir? J'en peux plus là. J'ai envie de dire stop,
Parce que, c'est vrai, le président de la République n'a probablement pas fait ce qu'il fallait faire au bon moment. La classe politique a mal réagi. C'est vrai. Voilà, on est dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, je n'en peux plus. Ceux qui nous écoutent, ils sont angoissés, ils sont inquiets, comme moi, comme vous, Valérie. Et on ne fait que dramatiser la situation. À quoi ça sert? La situation est dramatique indéfiniment. Alors, autant il faut mettre vraiment le maximum d'informations sur les consignes, autant il faut être drastique, autant ça suffit. Je veux dire, il y a quand même, disons-le, je touche du bois, mais il y a quand même 98% des gens qui se tirent de cette maladie qui, c'est vrai, n'est pas une grippe. Il y a quand même des gens qui sont contaminés qui ne le savent même pas. Et je veux dire que on ne peut pas non plus rajouter de l'angoisse à l'angoisse en permanence, en accusant tout le monde, mais vraiment tout le monde. C'est vrai, il y a des erreurs, on devrait avoir des masques, etc. On est en train d'essayer de rattraper. C'est toujours la même chose. En France, nous sommes incapables de nous mettre d'accord, quoi qu'il arrive. Or, la situation est désespérée. Moi, j'aimerais entendre aussi que, Valérie, vous fassiez un appel. Il y a des gens qui ont guéri. Voilà, ils ont eu le coronavirus, ils ont guéri. Sophie, votre propos, je pense, est totalement, totalement déplacé. Moi, je viens de recevoir le SMS d'une amie qui doit se faire opérer pour un cancer. Les opérations de cancérologie sont reportées. Sa chirurgien lui a dit, nous sommes en état de guerre. Je veux dire, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Donc, il faut que les Français aient conscience de ça, que ce soit le coronavirus avec des formes fulgurantes. Donc, on dramatise, mais il faut que les gens aient conscience qu'on est dans une situation... à ses limites. Vous avez raison. Non. Ma belle-fille est à l'hôpital en ce moment. Elle est médecin. Je sais ce qu'elle vit. Je l'ai eu au télé. Je sais ce qu'elle vit. C'est épouvantable. Je crois qu'on n'a pas besoin non plus, d'abord, de se rejeter la responsabilité indéfiniment. Non, mais ça, je pense que c'est une situation extrêmement compliquée. Chercher les responsables, il y aura le temps de le faire après. Ça irait bien. Alors, Alexis, vous voulez... Une chose, Sophie, Jérôme Salomon, directeur de la Santé nationale, demande une seule chose, la mobilisation générale. Il dit qu'il y a des centaines de personnes qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Il faut arrêter avec ce discours. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale. L'heure n'est pas à rassurer, l'heure est à dire aux gens, soyez responsables, bordel. Parce que c'est ce qui va faire que les soignants vont pouvoir faire leur travail. Donc on écoute Jérôme Salomon, on attend de voir ce que Emmanuel Macron va dire ce soir, mais on arrête avec les discours à la Romain Goupil, avec les discours rassurants, avec ces discours d'idiots qui ont fait la situation dans laquelle on se retrouve. Maintenant, l'heure est à la mobilisation générale. Oui. Non, mais c'est vrai, là où peut-être, enfin, dans ce que dit Sophie, c'est vrai que je pense que l'ampleur de la gravité, on l'a prise il y a 48 heures et que ça a mis du temps. Oui, à cause de ces discours idiots. Enfin, si vous écoutez ce Romain Goupil pour avoir des infos... malheureusement, il est relayé. Pardon. Mais Michel Simès, qui est très écouté, il riait de cette petite grippette. Enfin voilà, donc à un moment, non, faisons parler les experts, écoutons-les, et si l'heure est grave, et on arrête, quoi. Voilà. Alors, Alexandre Malafaille et Christine Bouillot également qui voulaient réagir. Alexandre. Oui, non, mais évidemment qu'il faut prendre la mesure de tout ça et garder la tête froide. Mais ce qui est frustrant, c'est que on avait quand même un certain nombre de médecins de très bon niveau. Il y a eu une émission la semaine dernière sur LCI, je crois, avec le professeur Côme, il y avait le ministre Véran. Le professeur Côme, il disait des choses extrêmement pragmatiques. Il regardait de manière froide l'évolution des choses par ailleurs, et il disait ça ne peut pas faire autrement qu'arriver chez nous. Voilà, c'est mathématique. À un moment donné, les mécaniques de propagation des épidémies, surtout quand on ne les connaît pas bien, voilà, c'est pour ça que c'est agaçant. Parce que de toute façon, alors soyons clairs, si c'est inéluctable, c'est inéluctable, mais c'est pas inéluctable. Il n'y a pas de fatalité, parce que si on avait, par exemple, on saura jamais dire quel est l'impact du match de foot qui a été maintenu à Lyon et des 3000 Italiens qui sont venus, mais ça se trouve, ça participe aussi du bazar actuel. On l'a pas interdit. Donc voilà. Donc cette espèce c'est là où il y a un véritable regret sur c'est-à-dire qu'on aurait, bien sûr qu'on ne pourra pas tout arrêter, bien sûr que c'est la vie, comme on dit, et encore c'est pas Ebola, ça pourrait être Ebola en termes de létalité, mais quand même, on investit suffisamment d'argent, si je puis dire, dans l'État et son fonctionnement pour que ceux qui le dirigent soient le plus possible à la hauteur. Alors oui, il faut raison garder, d'accord Sophie, on peut considérer qu'il y a plein de gens qui en survivent, d'accord, mais c'est vrai que si on a pris des mesures trop tard, et qu'au bout du compte, c'est 10 ou 20 ou 30 millions de personnes qui sont affectées, même s'il n'y a qu'un taux de létalité d'1%, on raisonne en dizaines de milliers.
Parce que ces gens, pour l'instant, ce taux de létalité, effectivement, il est faible parce qu'on soigne les gens, parce qu'ils peuvent accéder à l'hôpital, à des respirateurs, à du matériel qui est en pénurie aujourd'hui. Donc ce chiffre de 98% de gens qui guérissent, il va peut-être hélas baisser. Et moi, je pense quand même qu'il faut dramatiser. C'est même pas dramatiser, il faut être réaliste. Il faut écouter ce que disent les médecins. Je veux dire, effectivement, vous avez raison, le professeur Côme, il y a une semaine déjà, disait attention, ça va être très très grave et c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, vous imaginez, toutes les opérations sont aujourd'hui reportées. Si vous avez une autre pathologie, c'est dramatique. Christine Bouillot, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que je trouve que dans cette histoire-là, je pense qu'il y a aussi des signaux que les Français n'ont peut-être pas voulu entendre aussi de ce côté-là, très sincèrement. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment qu'on demande aux Français de plus serrer la main, etc. Et on a vu autour de nous et on a constaté sur les images que globalement, c'était un geste qu'on avait du mal à abandonner. On dit, ah bah oui, on est des latins, on aime se retrouver, etc. Mais il y a une forme d'indice discipline. Alors, j'accable personne, mais c'est un constat brut que je fais aujourd'hui, parce que les signaux, ils ont été lancés par le corps médical, ils ont été lancés. Alors, Romain Goupil, je suis pas sûre que la France entière ait entendu Romain Goupil dans ce qu'il disait, et que ce soit l'alpha et l'oméga de la prévention sanitaire, mais tous les médecins que j'ai pu contacter. Moi, j'ai eu la directrice générale, qui est une Toulousaine, qui s'occupe de la réserve sanitaire aujourd'hui. Je lui ai demandé en off la semaine dernière si elle pensait, elle, pharmacienne de profession, si les choses étaient bien gérées. Elle dit, honnêtement, les autorités sanitaires gèrent vraiment bien les choses, et avec les moyens qu'elles ont. Donc après l'histoire des masques, du gel hydroalcoolique qui manque, moi je suis scandalisée par ces gels hydro dans les bureaux de vote, c'est hallucinant. J'ai un message à l'instant d'une amie infirmière qui est dans le Gers, elle dit la solution hydroalcoolique va manquer bientôt, on va faire comment, me dit-elle. Donc moi ça me révolte, ça. Donc si vous voulez, puis les gens qui se sont rués pour faire des stocks, je suis désolée, mais quand on va voler du gel hydroalcoolique dans les hôpitaux, comme on m'a raconté à Toulouse, me dites pas que c'est le problème de Macron, de Véran, de Buzyn, de qui que ce soit, c'est un problème de responsabilité collective. Donc à un moment donné, il faut se calmer, il faut essayer aussi de prendre les choses aussi sereinement que possible. Non, on ne va pas tous mourir, mais si déjà chacun à son niveau, on respecte les consignes qui nous sont envoyées. Quand j'ai un rhume, je ne vais pas aux urgences. À Perpignan, ils ont interdit l'accès de l'hôpital depuis hier à toute personne qui n'est pas ultra malade. Voilà où on en est. 3500 appels au SAMU de Toulouse. Je parle que de Toulouse parce que je ne suis pas à Paris. Il y a 3500 appels hier au SAMU de Toulouse. C'est quelqu'un du SAMU qui me l'a confirmé ce matin. C'est un chiffre historique. Ça n'est jamais arrivé. Me dites pas que là-dedans, il n'y a pas des urgences vitales. Et c'est ce que me disait cette personne du SAMU. On passe à côté d'urgences vitales. Et je suis pas persuadée que les 3500 appels, c'est parce que les gens ont la toux, parce que les gens ont peur. Donc il y a des réflexes à avoir calmement, faut que tout le monde se régule, que tout le monde ne panique pas, mais fasse les choses sereinement. On n'a pas besoin du ministre Véran ou de décision de Macron pour savoir exactement comment se comporter tous les jours. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas tout mélanger. On fera les comptes après. Il y a une forme d'inconscience. Moi, je le dis et je le répète, il y a une forme... Je suis désolée, mais moi, quand je regarde la télévision, jusqu'à hier soir, il n'y avait pas vraiment de consignes qui avaient été données aux émissions en public, ce qui est regardé beaucoup par les gens, pour qu'on se rende compte que tout d'un coup, on changeait d'univers. Voilà. Merci Christine Bouillon. On se retrouve dans un instant. On continue de débattre, de commenter cette situation si particulière. Les élections municipales, le second tour. Alors apparemment Emmanuel Macron doit l'évoquer ce soir dans son intervention sur TF1. Je vous rappelle que tous nos intervenants à Sud Radio sont en duplex par téléphone. Nous avons décidé de limiter les contacts au maximum. Mais vous avez la parole évidemment encore et toujours. Demain on aura un médecin avec nous parce que vous êtes nombreux à poser des questions. Je vois quelqu'un qui dit c'est facile de faire du gel avec de l'eau de javel. Non, pas d'eau de javel. C'est pas du tout recommandé. Ça brûle les mains. C'est pas du tout ça. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff qui sera lui en duplex. Évidemment, comme beaucoup de nos invités, comme beaucoup de nos débatteurs, il faut prendre des mesures de confinement. Restez chez vous. On sera là, nous, pour vous répondre à vos questions. 0826 300 300 avec Christine Bouillot, Frédéric Dabi, Alexis Poulain, Alexandre Malafaille, Sophie de Menton et Karine qui nous appelle de Levallois. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. J'étais déjà intervenue il y a 2 jours et j'étais la première à dire qu'il fallait encore une fois garder humilité par rapport à la gestion des crises sanitaires. Mais justement, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je voudrais dire quand même que moi j'ai une sensation d'écœurement, de colère qui me monte dans la gorge et qui est très difficile à contenir. Parce que, encore une fois, les personnes qui nous gouvernent étaient les premières informées. Si un citoyen lambda, et modestement, moi j'ai regardé beaucoup effectivement de chaînes d'information, j'ai regardé différentes sources, et donc depuis au moins mi-janvier, j'ai pu quand même voir la gravité de ce qui se passait. Il y avait des articles qui ne mentaient pas. On nous disait qu'en Chine on incinérait les corps. Je vous ai parlé la dernière fois de cette conférence de presse de l'OMS avec un médecin chinois sur le terrain. Donc si vous voulez, moi j'ai vraiment énormément de mal lorsque j'entends M. Macron nous dire qu'il est le garant de la santé des Français. M. Édouard Philippe qui dit qu'il assume, mais il assume quoi exactement? Et il y a un côté tellement sournois et cynique dans ce gouvernement qui fait passer le 49.3 dans des périodes de crise, qui attend la dernière seconde pour faire fermer tous les commerces, alors qu'effectivement il aurait pu quand même leur donner au moins un délai de 48 heures pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils n'aient pas de pertes aussi importantes. Et ce sont des commerçants, ce sont des gens qui dépendent justement de ces activités. Lorsque vous évoquez, excusez-moi, je suis en général assez d'accord avec ce que vous dites, mais là, pour le coup, en ce qui concerne Michel Signès, n'oubliez pas tout de même que ce monsieur, ses émissions sont principalement sur le service public et que je trouve qu'il joue un peu le rôle du médecin de la Pravda en ce moment. Donc, qu'il arrête, puisqu'il est médecin. Au niveau des masques, c'est un scandale. Tout le monde sait, et les médecins savent maintenant, qu'il faudrait que tout le monde porte un masque pour, bien sûr que ce n'est pas 100% étanche, mais au moins, puisqu'il y a des porteurs sains, ça évite les contagions. Et d'ailleurs, moi j'ai eu une expérience justement parce que j'étais pas très loin de Chamonix, lorsqu'il y a les premiers cas de contamination au Contamine Montjoie, je peux vous dire que dans l'hôpital de Salange, tout le monde portait les masques parce qu'il y avait encore des stocks. Et donc tous les gens dans les salles d'attente et tout le personnel hospitalier, il y avait distribution de masques à l'entrée de l'hôpital. Obligatoire, vous ne pouviez pas entrer dans l'hôpital si vous n'aviez pas ça. Et ils ont réussi justement à circonscrire un petit peu l'épidémie grâce à ça. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Quant à l'histoire avec LVMH, je suis désolée de vous le dire, madame. Effectivement, moi aussi j'ai entendu la nouvelle. Mais là, je crois qu'on souffre un peu d'un syndrome de Stockholm, entre guillemets. C'est-à-dire que n'oubliez pas, et je sais que les gens n'aiment pas le dire dans les médias, mais il ne faut pas oublier que Bernard Arnault est quand même un des soutiens d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis le départ, depuis bien longtemps. Et comme moi j'écoute aussi de temps en temps, excusez-moi, une radio concurrente qui s'appelle Radio Classique, j'en ai vu la preuve depuis le départ de la campagne présidentielle. Donc monsieur Arnault a mis 200 millions lorsque Notre-Dame a brûlé. Et maintenant, là, il vient en héros en disant, regardez comme monsieur le grand seigneur, tout d'un coup, 3 mois après le début de la crise, il réquisitionne 3 unités pour faire du gel et le donner aux hôpitaux. Mais le scandale, c'est que nous, soi-disant 6e ou 7e puissance mondiale, nous n'ayons pas de gel, nous n'ayons pas de masques et nous n'ayons pas de tests. Mais comment est-ce qu'on peut supporter ça? Je suis d'accord avec vous. Et quand on voit, alors je ne sais pas si l'image est vraie, on a vu des images de boîtes de masques envoyées par la Chine à l'Italie. Ces masques étaient fabriqués en France. Donc ça veut dire que ce sont les masques qu'on a envoyés. Là aussi, on peut s'interroger sur cette expédition de tonnes de matériel en Chine sans imaginer qu'on pourrait, nous, être touchés. J'entends ce que vous dites sur LVMH. En même temps, moi, sur le coup, je me dis, est-ce qu'il faut polémiquer là-dessus? C'est-à-dire qu'il va y avoir du gel dans les hôpitaux. Point. C'est l'essentiel aujourd'hui. Alors, attendez, restez, si vous voulez, avec nous, les débatteurs. Qu'en dites-vous? Qui veut intervenir? Moi, sur LVMH, Alexis. Une chose, il faut arrêter avec les philanthropes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est des gens qui utilisent massivement les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, pour faire que l'État n'a pas les moyens de faire des hôpitaux qui fonctionnent avec l'achat de masques, etc. Et c'est bien joli de décider où va l'argent. À un moment, on arrive comme un sauveur. Mais c'est ce modèle-là, en fait, qui est en train d'être mis à mal par cette crise.
Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut arrêter. Le syndrome de Stockholm, c'est très juste. Aujourd'hui, les bourses dévissent encore. On peut dire qu'on arrête la bourse parce que cet argent magique de la Fed, il faut arrêter ce système-là. L'idée, c'est maintenant d'assurer les communs, d'assurer le bien commun. On en a les moyens. La captation des richesses qui fait les fortunes de Bernard Arnault, elle est ignoble, elle est stupide, elle est ce qui conduit à la catastrophe. Je crois que maintenant, la majorité des terriens se rendent compte que sur une planète, on est Alexandre Malafaille. Alexis a raison, parce que ça fait très longtemps qu'on dénonce le fait que, d'une part, on ne réorganise pas l'État, on ne le rend pas plus efficient, on ne cherche pas à supprimer ce qui fait doublon, triplon, on ne se pose pas les bonnes questions en matière d'organisation générale qui pourrait être plus performante et plus économique. Et comme on ne touche à rien, eh bien, on gère en silo la pénurie, parce qu'en effet, il manque de l'argent, puisqu'on voit bien que si on est en archi-déficit, c'est quand même quelque part qu'il manque de l'argent. Et donc, on gère en silo si je peux dire, le manque de moyens. Et donc, chacun fait de la destruction de services. Et l'hôpital a fait de la destruction de services. Et tout ça dans une logique d'optimisation en temps de paix, en temps normal. En se posant pas la question de demain de la crise et en disant après tout, un lit d'urgence, un lit de réanimation, ça doit fonctionner en flux tendu comme un lit d'hôtel. Et donc, puisque ça fonctionne en flux tendu comme un lit d'hôtel, il y a combien de besoins en moyenne, il y a combien de lits, très bien, on adapte. Ouais, sauf que ça c'est bien en temps de paix, c'est bien quand tout va bien, mais dès qu'il y a une crise, on voit bien que ça se grippe. Et c'est quand même étonnant de voir qu'après 2 ans et demi de présidence très très sûre d'elle, on a un président de la République qui nous dit en effet, il va falloir qu'on s'interroge sur ce qui est sacré, sur ce qui a une valeur supérieure à la valeur du commerce et des marchandises. Oui, sauf qu'on a pendant un moment voulu préserver cette économie. C'est aussi ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire. C'est-à-dire, quand il dit il y a une semaine, aller au théâtre, aller au cinéma, continuer à sortir. Non, mais c'est autre chose. Non, mais qui a des erreurs? Mais est-ce que... Pardon, j'ai pas tout à fait terminé. C'est autre chose. Je pense que la préservation de l'économie en soi pouvait apparaître comme une nécessité s'il n'y avait pas de raison de se mettre en mode protection sérieuse et sévère. Il aurait mieux valu qu'on se protège 8 jours plus tôt. Certes, ça aurait fait paniquer les marchés financiers. Certes, ça aurait eu des conséquences. Cela dit, aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous êtes connecté aux bourses et compagnie, on est quasiment à -10 partout. Ouais. Donc, de toute façon, la panique et les pertes, on les aurait eu quoi qu'il arrive. Oui, mais qui peut dire le contraire? C'est trop facile. Je veux bien, on aurait dû, je suis d'accord, on aurait dû. Qui peut dire le contraire? On aurait pu imaginer avoir tout ce qu'il fallait. Bon, il y a eu des erreurs de fait, elles sont incontestables. Je trouve insupportable la haine qui se dégage, cette façon de décortiquer et cette détestation. On est dans cette situation. Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu faire des efforts, positiver, réfléchir à nous-mêmes, parce que nous sommes tous co-responsables. Ça fait quand même des années que notre système français a des failles terribles, qu'on a un État profond. Et franchement, je soutiens pas, même si je soutiens pas Emmanuel Macron sur énormément de points. Mais cet État profond, il a essayé. Il a voulu absolument bouleverser les choses. Il a voulu changer la donne. Il a voulu réformer la fonction publique. Oui. Il a essayé. Il s'est mal pris. C'est possible. C'est le premier qui a voulu. Il l'avait dit, il a voulu. On a résisté de toutes nos forces et je ne critique personne. C'est plus le moment. Le moment, c'est effectivement, alors là, de se poser des questions et de réagir. Moi, je trouve formidable qu'il y a des entreprises qui aident. Aller dire oui, c'est bien fait, LVMH a trop d'argent, c'est le système. C'est complètement, vraiment anachronique et lamentable de dire ça. Moi, je lance au contraire un appel à toutes les entreprises qui peuvent avoir un système, qui peuvent aider d'une façon ou d'une autre, dans quelque secteur que ce soit. Et je crois que cette espèce de haine rétrospective est tout à fait condamnable et inefficace. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Et il faut qu'on respecte les règles qu'on nous donne. Et voilà. Christine Bouillot. Moi, je rejoins, je voudrais compléter ce que dit Sophie de Menton par rapport à ça et par rapport on va dire à ce que les Français sont capables d'entendre. Moi, je pense que, en tous les cas, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, c'est que quand la fameuse journée de jeudi, avant le discours d'Emmanuel Macron, le débat, c'était de savoir s'il allait déclencher l'article 16. Et que n'a-t-on entendu tout au long de la journée sur les plateaux télé, ou en tous les cas, voilà,
voilà, pour nous les gens qui sommes connectés en permanence ou lus sur les réseaux sociaux, que ça allait être un coup d'État forcé après le 49-3. Donc si vous voulez, on était encore dans la polémique politicienne, alors qu'en fait, comme le disait l'auditeur tout à l'heure, on avait le sentiment, pour certains en tous les cas, qui commençaient à lire entre les lignes et regarder ce qui se passait du côté des frontières à droite et à gauche, que l'iceberg arrivait, mais que l'orchestre continuait de jouer. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire que personne n'aurait imaginé et que personne que personne n'a déjà vécu, puisque pour l'instant on avance avec l'histoire, secoue absolument tout, mais que la problématique, c'est que notre chef de l'État, sa parole n'est pas entendue. Alors, pour plein de raisons, ou en tous les cas, elle n'est pas suffisamment entendue comme étant le chef suprême qui va dire, on n'est pas comme les Chinois, où on décide, voilà, du jour au lendemain que tout le monde est confiné, et c'est comme ça. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une crise sanitaire majeure qui fait ressortir toutes les défaillances, tous nos défauts, toutes les faiblesses. Et toutes les défaillances, et tout ce qu'on aurait dû faire. Effectivement, le système de santé, ça fait combien d'années, Valérie, on fait des sujets sur le terrain avec sur les hôpitaux qui n'en peuvent plus, les hôpitaux. Depuis la canicule, où il y avait déjà eu, c'était une crise sanitaire de moindre ampleur, mais les médecins avaient tiré la sonnette d'alarme. Les soignants sont en grève, les urgentistes depuis 1 an. Il y a 200 professeurs qui ont démissionné il y a 1 mois. Donc ce système-là, on sait qu'il ne fonctionne plus. Donc, et on peut ajouter à ce commentaire que de manière tout à fait claire et certaine, quand Emmanuel Macron est arrivé aux affaires, il a fait des choix de priorité et il a repoussé à son 2e quinquennat l'idée de s'attaquer à la réforme de l'État. Voilà. Il a fait des choix qui étaient fondés sur l'autel de l'économie et de la relance par la croissance, ce qui, après, peut se discuter. Moi, là-dessus, je suis pas en critique. Mais en tout cas, la vraie réforme du système pour dire, voilà, il faut peut-être s'attaquer, en fait, à ce qui fait quand même tourner le bazar, parce que c'est quand même en France, en plus, extrêmement fort, puissant et centralisateur, si je puis dire, et avec beaucoup d'impact et d'effets induits. Ça, il n'a pas voulu s'y attaquer. Voilà. Et ça, c'est avant même ça, je le tiens de gens qui étaient qui auraient pu faire partie de son équipe gouvernementale et qui, faute de cet engagement sur ce point majeur, on dit moi je vais pas là-dedans parce que les vrais sujets ils sont là. Les vrais sujets aujourd'hui sont sur l'adaptation du modèle au monde dans lequel on vit. On voit bien qu'aujourd'hui il nous manque effectivement une adaptation. Voilà. Frédéric Dabi, un commentaire sur ce que vous avez entendu Non, alors. C'est vrai que cette épidémie arrive dans un contexte où les questions de santé, on en avait parlé ensemble dès le mois de septembre, Valérie, n'avaient jamais été autant au cœur des inquiétudes et des préoccupations des Français. Pour la première fois, dans une enquête fiduciaire pour Sud Radio, c'était le premier sujet, et l'anxiété des Français sur l'accès aux soins, sur la situation de l'hôpital, n'a jamais été, si je suis là, pris en charge, et il n'y a pas eu de réponse. Il y a le discours qui était que l'hôpital tenait grâce à la bonne volonté des soignants. C'est vrai que on a quand même eu ces 15 derniers jours un agenda médiatique qui a été polarisé par le coronavirus, mais pas que. On a beaucoup plus parlé du 49.3 à un moment que du coronavirus. On a beaucoup plus parlé de la polémique sur Roman Polanski et les Césars et que du coronavirus. Et d'ailleurs, dans nos enquêtes, on voyait très bien le décalage entre ces sujets qui n'étaient absolument pas au cœur des discours des Français et la très forte inquiétude liée au coronavirus. Sachant que ce qui a, à mon avis, électrisé l'inquiétude, c'est ce que je vous disais précédemment, mais je crois que le son n'était pas bon, c'est la prise de conscience chez les Français que cette maladie ne touchait pas que les personnes âgées en situation de santé délicate, mais également des jeunes. Merci Frédéric, on se retrouve dans un instant, on marque une petite pause et vous pouvez évidemment nous appeler 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio qui émet avec des personnes seules dans le studio. André Berkoff est chez lui, il vous parlera depuis son appartement, depuis chez lui, et nous n'avons plus d'invités en studio, et nous sommes là sur Sud Radio pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions qui sont nombreuses. Demain nous aurons un médecin avec nous pour répondre à vos questions. Nous débattons toujours, nos chroniqueurs sont également à distance, Christine Bouillot, Frédéric Dabi, Alexis Poulain, Alexandre Malafaille et Sophie de Menton. On a Christian en ligne qui nous appelle d'Anglet. Bonjour Christian. Bonjour à vous. Bonjour. Je voulais juste m'exprimer sur les gens qui sont malades et puis les gens aussi qui sont guéris. Peut-on un petit peu parler pour
un petit peu soulager les gens en disant que le coronavirus est mortel, mais aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas morts de cette maladie, n'est-ce pas? Non, c'est ce que disait, ce que disait Sophie de Menton tout à l'heure, effectivement. Ouais, et d'autre part, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur au niveau de Macron, je crois. Oui, Macron. Vous savez, dans la rue, vous l'avez dit il y a pas 5 minutes, que les gens étaient dans la rue pour manifester, pour avoir plus de personnel qui avait été enlevé, pour machin. La réponse a été des coups de matraque et des CRS. Rappelez-vous-en, on les a vus ensemble, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout d'un coup, il arrive avec une empathie en disant machin. J'espère que ce soir, pour les infirmiers, les médecins et le reste, qui va leur demander pardon. Vous voyez, ça serait bien. Parce que c'est quand même grâce à des mecs comme ça, ou à des gouvernements tels qu'ils sont, qu'aujourd'hui on est dans une situation telle qu'elle est. Car ils n'ont pas géré avant même avant la maladie, évidemment, avant ça, on a besoin d'une grande médecine. Ça arrive. Et s'il y a aussi, alors on parle d'état de guerre, faut pas exagérer, mais s'il y avait vraiment un état de guerre, on serait dans la même situation, d'accord? Alors la médecine aujourd'hui, on a vu tout d'un coup que c'était hyper important. Ouais. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui les hôpitaux sont absolument débordés de malades. Donc quand on parle d'état de guerre, c'est comparable à des blessés qui arriveraient dans tous les hôpitaux, dans un grand nombre d'hôpitaux de France et qui ne pourraient pas être traités. Vous avez changé quelque chose à vos habitudes, vous, Christian ? Non, j'ai pas changé spécialement mes habitudes, mais je fais attention, n'est-ce pas? Je suis pas non plus un débile, mais je fais surtout attention à l'information. Quand on peut voir de certaines chaînes de télévision qui sont capables de parler de 6h du matin à 24 heures de la même chose, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est vrai, on est dans un cas très grave, il faut être honnête, mais il faudrait pas, je dis pas qu'il faut minimiser, mais j'aimerais bien entendre de Sud Radio, parce que vous, je sais que vous en êtes capable, d'entendre un petit peu un peu plus de joie, je veux pas dire qu'on va sauter en l'air, mais en disant attention, tel professeur, on guérit, il y a des médicaments qui marchent. Je veux dire, on va trop, à mon avis, évidemment, on va trop dans le profond, ça s'enfonce. Ce soir, Macron, il va rajouter un clou, n'est-ce pas? Et je pense que, malgré la maladie, comme pendant la guerre, n'est-ce pas? Il faut faire des messages qui, eux, peuvent un petit peu faire penser aux gens qu'on va s'en sortir. Et je pense que vous êtes capable, et certains professeurs peuvent expliquer que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette maladie va s'arrêter et on va lutter et on va s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire. C'est qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Oui, c'est qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter, que la propagation... Christine Bouillot, vous vouliez intervenir ? Oui, par rapport à ce qu'on est en train de tous dire finalement, c'est que la difficulté pour tout le monde, je dirais pour tous les gouvernements. Moi, je prends l'exemple de l'Espagne, puisque l'état de guerre a été décrété. Il faut quand même dire ce qu'il est. Ils ont carrément employé ce mot d'état de guerre. Ben oui, puisque depuis hier, le gouvernement, en fait, ce qui se passe, c'est que les régions sont autonomes, notamment sur les questions de santé, et devant la propagation du virus, comme on connaît nous aujourd'hui, on a 5 jours de décalage à peu près. La semaine dernière, le gouvernement a repris les pleins pouvoirs à Madrid pour gérer justement la crise sanitaire de manière centralisée. Et comme les mesures de restriction de déplacement n'étaient encore pas suffisantes, et pour les faire appliquer, je dirais que, comme en Italie, on a décidé de déployer dans les grandes villes, parce que c'est effectivement là la problématique, les militaires et les policiers pour demander aux gens tout simplement de rentrer chez eux. Donc ce virus met en exergue quoi? Que le tout basé sur l'économie, quand l'économie s'arrête, ça marche plus. Et tout le monde est démuni parce que c'est ce qui est normal, ce qui est à peu près logique. Et ça met en exergue aussi ce qu'on avait un peu mis de côté, c'est que avant tout, c'est notre système éducatif et notre système de santé qu'on avait un peu sorti des écrans radars à tous les niveaux. Quand, on va dire, les lanceurs d'alerte signalaient des défauts, des problématiques, des manques ici, et on détruit ça, etc. Ils n'étaient pas entendus puisque tout était basé sur l'économie. Et si l'économie va bien, le reste ira bien aussi. En fait, maintenant, ça nous montre que c'est dans l'autre sens que ça doit marcher. C'est pour ça qu'on est un peu démunis aujourd'hui, et c'est notre vivre ensemble aussi, c'est-à-dire de se croiser. Effectivement, vous avez totalement raison sur tout ça, et j'apprécie beaucoup que vous le disiez effectivement avec modération et d'une voix calme. D'autant plus que j'ai des informations moi de dernière minute, et qu'effectivement
peux à peu près affirmer que Paris sera en confinement absolu ce soir, que les trains vont être progressivement réduits et que ça va être extrêmement strict. Alors, ce qu'il faut, il est actuellement... Sophie, je ne sais pas si c'est notre rôle de colporter ce type de... Non, c'est pas colporter. Je ne colporte pas. Je ne colporte pas. Sérieux, on ne sait pas. On ne sait pas, Sophie. Effectivement, il y a eu depuis 3 jours des rumeurs. Oui, ce sont des rumeurs. Peu importe. Ce que je voulais dire... Non, pas peu importe, parce que ça stresse les gens quand les informations ne sont pas confirmées. Alexandre Malafaille a raison. C'est du grand n'importe quoi, là, vraiment. Je dis, alors, nous le verrons ce soir au discours du président de la République. Nous le verrons ce soir au discours du président de la République. Attendez, Alexandre, on ne vous entend pas. Laissez terminer Sophie, vous réagirez après. Je dis quand même qu'on le saura ce soir au discours du président de la République. Je suis la première à dire qu'il ne faut pas angoisser les gens. Et en revanche, il ne faut pas nier les choses. C'est-à-dire qu'un confinement, c'est une façon, c'est une responsabilité individuelle. Ça ne veut pas dire que votre liberté va être restreinte, mais qu'il y a un appel à la solidarité, à la compréhension des choses. Et ça ne sert à rien de critiquer indéfiniment les décisions politiques qui vont être prises et les annonces qui vont être faites. Il faut absolument qu'on fasse ce qu'il faut ensemble pour lutter contre ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est important aussi, qui peut expliquer les difficultés et les erreurs que je regrette. Je suis comme tout le monde, j'aurais préféré 1000 fois que ce soit géré mieux et qu'on n'ait pas ces pénuries. Mais c'est vrai que le président et moi, en tant que responsable d'un mouvement patronal, je comprends ce que ça veut dire. Il a voulu aussi ne pas, pas sauver l'économie, parce que c'est un trop grand mot, mais c'est vrai que l'arrêt de toutes les entreprises est quelque chose de terrifiant. Oui, enfin, le fric avant la santé, c'est ce que disent beaucoup. Valérie, c'est pas le fric, ça veut dire qu'il va falloir que les gens, on n'a pas, malheureusement, on a une dette publique terrible, et qu'il y a un moment où quand on n'aura pas de quoi bouffer dans le pays, il faudra réfléchir. Alors, Alexandre. Sauf que voilà, je veux dire, c'est l'économie, on est d'accord, mais à un moment donné, quand on a les bonnes infos et dire après tout on retarde, etc., tout ça pour avoir au bout du compte la même punition, et peut-être effectivement plusieurs milliers de morts en plus, et un pays qui sera beaucoup plus frappé, c'est pas responsable. Et deuxièmement, pardon Sophie, mais vraiment, je crois qu'on a tous des infos, mais ça ne sert à rien. Enfin, c'est même irresponsable de dire moi j'ai les bonnes infos et c'est ce soir que ça va se passer. Franchement, on n'en sait rien. Je crois qu'il faut être très respectueux des gens, pas chercher à avoir l'air plus informé ou plus intelligent que les autres, parce que dans la situation actuelle, pardon, on peut pas d'un côté dire les gens qui nous gouvernent sont responsables, ils font ce qu'ils peuvent, et soi-même colporter n'importe quoi. C'est absurde et c'est bête. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Exactement. Hier, toute la journée, hier, ont circulé des informations selon lesquelles, effectivement, il y aurait confinement. Ça a été démenti. Il y a 3 jours, on nous avait dit qu'il y aurait l'état d'urgence, qu'il y aurait l'article 16, etc. Ça n'a pas été le cas. Attendons ce que dit effectivement le président de la République ce soir. Alexis Poulain. Oui, non, mais je crois que toutes ces idées, la dette, etc., tout ça, c'est en stand-by. Et pour pas dire peut-être qu'on va simplement passer à un autre monde, il faut s'en rendre compte. C'est pas anodin ce qui se passe. Cette crise mondiale, cette pandémie mondiale, elle va changer la donne. Les bourses vont s'arrêter, on va fermer les bourses parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer comme ça d'injecter, comme le fait la Fed, de faire croire que ça va monter, descendre et puis encore descendre. On ne peut pas prévoir l'avenir. La bourse, elle est là pour justement essayer un peu de voir ce qui va se passer. Donc on va faire un stand-by et on fera sans doute un reset. Après on remet tout à zéro parce que les dettes vont exploser, parce qu'on n'a pas le choix. On va se rendre compte qu'il faut investir massivement dans l'humain si on veut que nos sociétés humaines tiennent le coup. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un mot, Frédéric Dabi, sur le second tour de cette élection. S'il est annulé, est-ce qu'il faudra revoter pour les 2 tours ? Personne ne peut le dire. C'est vrai qu'on a tendance on entend des discours sur lesquels ce premier tour ne vaut rien et nul et non avenu. C'est pas du tout ce que beaucoup de Français ont pensé en allant aux urnes hier. Bien sûr, il y a un précédent, c'était à La Réunion où il y avait eu une tempête entre les 2 tours, une tempête météorologique, et le second tour avait été reporté et finalement le premier tour avait été annulé. Mais c'est vrai que beaucoup de maires qui ont réussi des très bons scores ne laisseront peut-être pas faire. Il y a une vraie incertitude là-dessus, même si le plus probable c'est un report et peut-être que l'on revote au mois de septembre l'année prochaine, sachant que d'ores et déjà les sénatoriales sont bousculées. Merci à tous les 5. Merci Christine Bouillot, merci Frédéric Dabi, merci Alexis Poulain, merci Alexandre Malafaille et merci à Sophie de Menton. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Nous sommes là avec vous sur Sud Radio tout au long de la journée pour vous informer, pour vous divertir aussi. On est avec vous 0826 300 300 toute la journée pour poser vos questions. À tout de suite.